Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme en cette fin de journée pour attaquer ce webinaire sur l'apprentissage, un fleuron de la formation de nos autres pays, un fleuron qui est en danger aujourd'hui suite à la crise que nous avons vécue. On se réjouit d'entendre nos spécialistes de la question et surtout d'entendre vos questions, mesdames et messieurs, puisque évidemment la part belle sera donnée en fin de présentation à vos questions dans le cadre de la table ronde. Alors, vous avez vu les quelques recommandations, en l'occurrence, je dirais sur l'écran d'accueil. Je vais encore vous en donner quelques-unes de ces recommandations. Vous avez la possibilité de poser vos questions avec l'option Q&R ou Q&A, ça dépend si vous avez votre Zoom en français ou en anglais. Cette option vous permet en fait de poser vos questions aux panélistes. Alors, certains répondront en temps réel, donc ils essaieront de compléter, de décrire les réponses, évidemment pas pendant qu'ils sont en train de parler, mais après leur présentation. Et puis les questions qui n'auront pas été répondues ou les questions particulièrement intéressantes, eh bien on les prendra sur la table ronde à la fin de ce webinaire. Voilà. Vous aurez ensuite par email la synthèse de ce Q&A qui vous sera transmis avec également d'autres informations et notamment les présentations évidemment de cet événement. Donc toutes les présentations que vous aurez pu voir, vous n'avez pas besoin de prendre des notes et vous seront transmises. Il y a également un format replay, donc c'est-à-dire que la conférence est enregistrée et puis cette conférence, vous pouvez également la visionner par après ou la voir sur les réseaux sociaux du Bureau des métiers, de l'OICO et des différents participants au webinaire d'aujourd'hui. Voilà, si vous voulez poser des questions pendant la table ronde, vous pouvez aussi lever la main. Vous avez vu la fonctionnalité dans les fonctions du bas sur Zoom. Vous voyez que vous êtes actuellement sur mute, hein, donc votre micro est coupé, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas activer votre caméra. Alors ça, c'est le mode webinaire de Zoom qui nous l'impose. Il y a juste les conférenciers qui vont pouvoir le faire. Par contre, à la fin, sur la table ronde, vous pourrez bien évidemment activer votre micro si vous levez la main. Donc, vous levez la main si vous avez une question à poser, on active votre micro, vous cliquez pour l'activer et vous pourrez poser votre question. Voilà, je crois qu'au niveau des différentes informations, pour que tout se passe bien, eh bien, on a fait le tour. Donc tout de suite, on va passer dans le vif du sujet. Donc c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc mon nom, et j'aurais pu commencer par ça, est Christophe Barmand. Je suis cofondateur de l'OICO et on a le plaisir de co-organiser cette session avec le Bureau des métiers. Le Bureau des métiers nous a concocté vraiment là un panel de choix. Vous voyez ici la suite d'interventions que vous allez pouvoir vivre cet après-midi. Je ne vais évidemment pas aller dans le détail, hein, puisque ces interventions, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Mais avant, je voulais passer la parole à Vincent Bouin, président du Bureau des métiers et patron de B Group, qui va nous dire quelques mots et puis attaquer cette présentation. Vincent, c'est à toi, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans cette conférence et pour parler du thème, évidemment, de ce sujet qui nous préoccupe particulièrement, qui est qu'est-ce que l'accès à la formation. Alors, le Bureau des métiers que j'ai la chance de présider depuis 3 ans maintenant, eh bien aujourd'hui, le Bureau des métiers, c'est un centre de compétences incontournable, c'est le centre patronal valaisan. Et à ce titre-là, on regroupe plus ou moins 2000 entreprises qui trouvent des solutions et des applications qui sont autant métiers, qui sont autant sociales, qui sont autant retournées vers l'économie, qui sont aussi des solutions de relations et de partenariat pour la cohésion sociale avec les syndicats et évidemment pour les places d'apprentissage. Alors, on a la chance de pouvoir, on comptabilise plus ou moins 1700 jeunes qui suivent ce cursus au travers du soutien des entreprises qui sont représentées par le Bureau des métiers. Et puis, évidemment, vous l'avez à l'écran, les différents panels, mais pour nous, c'est vraiment très important parce qu'on constate qu'il y a quand même des difficultés à pouvoir regrouper. J'ai la chance de pouvoir présider ce Bureau des métiers. Et aujourd'hui, on a deux mondes dans cette entrée en matière du monde de l'apprentissage et du monde des études. Eh bien, il y a le monde des têtes intelligentes, que j'ai le plaisir à dire, et puis celle de l'intelligence de la main. Et je pense qu'on doit vraiment tout mettre en œuvre. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire est-ce que le segment de l'électricité ou le segment de la ferblanterie-couverture technique du bâtiment doivent accéder et faire en sorte d'être entendu auprès des parents, auprès des jeunes, pour trouver un écho et faire une place dans ces métiers-là. Je pense qu'on doit tous se mettre ensemble pour arriver à trouver, à faire cet écho auprès des familles valaisannes, auprès des familles suisses,
pour gagner leur confiance et dire et leur faire entendre que nos entreprises sont dignes de leur confiance pour permettre à leurs jeunes de mettre le pied à l'étrier, se doter d'un savoir-faire et ainsi prendre une part active dans l'économie. Je pense qu'on peut, voilà, on peut passer même au deuxième slide. Voilà, là vous avez ce tableau qui est vraiment qui est incroyable, qui montre là depuis 2014, vous l'avez à l'écran, qui montre un petit peu cette chute malheureuse qui conduit où on voit vraiment qu'on peine réellement à trouver des jeunes qui sont d'accord d'embrasser nos professions. On peut passer, voilà. Alors, l'importance de la formation, évidemment, pourquoi? Parce que pour nous, aujourd'hui, on pourrait le dire, c'est coûteux. Franchement, ce n'est pas coûteux, c'est un pari pour l'avenir de pouvoir transmettre le savoir-faire qui est propre à chaque entreprise, ne pas perdre ce savoir-faire. Ça, je pense que c'est très important. Parce que inventer ou réinventer, c'est très compliqué. Mais par contre, assumer et assurer la transition du savoir, c'est vraiment encore plus important. Donc, c'est à nous de donner envie à tous ces jeunes qui se posent la question à la croisée des chemins entre un cursus de scolarité ou un cursus de formation, d'apprentissage, eh bien, de les attirer vers nous, vers nos métiers, de pouvoir leur dire faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Franchement, il n'y a que du bonheur pour travailler, puis à se réaliser, et puis mettre ce pied, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pied à l'étrier pour prendre ce premier pas vers une économie active, être participatif, contribuer à, et par la suite, évidemment, ça c'est le premier palier, et par la suite, évidemment, à l'obtention du CFC, de pouvoir continuer à se former, à changer de métier, pourquoi pas, avec les passerelles aujourd'hui qui sont données, qui sont mises à la disposition de chacun, ce sera développé un peu plus tard. Donc, de pouvoir se former, d'acquérir, de pouvoir se projeter, gagner en confiance, eh bien, je pense que c'est une des grands défis. Et je remercie de me donner cette occasion pour pouvoir partager ce sujet et d'arriver jusque chez vous pour gagner cette confiance et permettre à vos enfants d'oser le pas de l'apprentissage, de la formation et faire confiance à ces entreprises formatrices. On peut passer aussi le prochain slide si c'est possible. Donc, la mission du Bureau des métiers, eh bien, c'est cette plateforme, comme vous pouvez le voir, c'est cette plateforme qui se pose comme un trait d'union entre le monde de la famille, le monde de la construction et le monde de la politique pour permettre à tout un chacun de trouver sa place. Donc, le Bureau des métiers n'est pas une structure opaque ou fermée. Au contraire, on a des belles portes. Osez les pousser, venez poser vos questions et vous verrez que toute notre structure est là. Toutes nos tandems et nos équipes sont là pour répondre à vos demandes, à vos interrogations, vous orienter vers les métiers que vos enfants ou vous-même, comme jeune adolescent, vous souhaitez prendre. Et pour le Valais, c'est vraiment le centre patronal et cette plateforme qu'il faut oser pousser la porte pour qu'on puisse se mettre à votre disposition. On peut passer... Alors voilà, là maintenant vous voyez cette image qui est la maison virtuelle. Et la maison virtuelle, eh bien, on a fait partie de Youth Challenge, ce qui s'est déroulé l'année passée. Et finalement, c'est des activités, des semaines, des jours de travail où des professionnels se mettent à disposition en relation avec l'État, évidemment, et d'autres soutiens, pour permettre à ces jeunes d'accéder à la compréhension du métier. Alors vous me direz, la réalité, ce n'est pas tout à fait cela, c'est vrai. C'est pour ça qu'on propose ce mixte entre ce côté virtuel qui plaît aujourd'hui aux jeunes et puis de pouvoir passer aussi, de faire réagir et interagir l'intelligence de la main pour qu'on puisse passer à des travaux pratiques et manuels et se réaliser. Et donc, ce travail, finalement, le Bureau des métiers le mène en association et en complément avec les services de l'État, avec vous, j'espère, les familles qui nous écoutez, vous, les adolescents qui devaient se positionner pour trouver une place d'apprentissage. Et finalement, dans le mot de conclusion de mon intervention, osez pousser la porte de vos entreprises, osez pousser la porte de vos émotions pour que vous puissiez réaliser et faire ce qui vous habite, de briller cette étoile. Et je pense que vous trouverez
à quelque niveau que ce soit, la possibilité de pouvoir le faire au sein des entreprises et au travers de la formation professionnelle, qui est justement, qui prétend aussi pouvoir donner un bel avenir de formation, de travail et de place dans la société. Voilà, je ne sais pas si j'ai Merci, été cher Vincent. voilà. Merci beaucoup, cher Vincent, pour ces bons mots, ces mots pleins d'espoir. Évidemment, on échangera après sur la table ronde sur le pourquoi un petit peu on vit cette baisse vertigineuse. C'est d'ailleurs une question la première question qui nous a été posée dans le Q&A. Elle est évidemment excellente. Donc, tu peux te préparer, on te la posera après. Puis on Ok. espère avoir encore plein de bonnes questions des participants à ce webinaire. Alors, on a la chance maintenant d'accueillir Claude Petier. Il est chef du service de la formation et de l'orientation professionnelle. Alors, je crois, Claude, on va pas vous voir. Par contre, je crois qu'on va vous entendre. Oui, alors je suis vraiment désolé. Magnifique. Tout a fonctionné jusqu'à il y a quelques minutes. C'est les aléas du direct. Malheureusement, ma caméra est hors jeu. Elle ne veut plus fonctionner. J'ai tout essayé pendant que mon cher président et ami du bureau des métiers, Vincent Bourmin, s'exprimait, mais je n'arrive vraiment pas à avoir une connexion vidéo. Désolé. Alors, L'important, je vais c'est vous qu'on vous rassurer. entende. C'est top Voilà, déjà. Voilà, l'image merci. est figée, mais je peux vous assurer que les activités de mon service ne le sont pas. Quant à elle, on travaille d'arrache-pied effectivement pour permettre cette année à relancer et à revaloriser, à continuer à valoriser cette formation professionnelle qui est l'apprentissage, qui est une des formations. Alors c'est un peu le paradoxe, cette formation professionnelle que des délégations du monde entier viennent voir, visiter, essayer de découvrir, essayer de développer chez eux et qu'on doit continuer à valoriser dans notre propre pays. Donc ça, c'est vraiment l'adage qui dit que nul n'est prophète en son pays. Effectivement, on doit continuer à valoriser ces formations. J'aimerais revenir sur 3 axes qui pour moi sont essentiels. Alors je ne vais pas, peut-être que pendant que je m'exprime, vous pouvez découvrir quelles sont les missions de mon service, hein, que ce soit évidemment l'exécution de la loi fédérale au niveau cantonal, avec une vision aussi qui a été développée au niveau fédéral avec l'ensemble des partenaires par rapport à 2030. Donc on se projette déjà sur tout ce qui peut être fait en termes de développement dans la formation professionnelle. On parle de digitalisation, de numérisation, de développement des métiers, d'intégration des nouvelles techniques et technologies dans de nombreuses professions. Et puis, c'est vrai que notre rôle, évidemment, c'est de consolider, de développer notre système dual d'apprentissage, de le faire aussi en lien avec l'orientation scolaire et professionnelle, puisqu'on a un rôle important pour les élèves qui sont au cycle d'orientation, qui vont terminer leur cursus d'école obligatoire ou qui sont en transition de faire leur choix professionnel. Et ce choix professionnel, on espère qu'ils puissent le faire aussi en lien avec ce qu'offre le marché des places d'apprentissage. Et là, on constate depuis de nombreuses années un décalage toujours plus important entre ce qu'offre l'économie valaisanne, que ce soit dans l'artisanat, dans l'industrie, dans la technique, le gros œuvre, dans le tourisme, les métiers de bouche, et puis les choix des jeunes qui vont s'orienter de plus en plus dans les métiers, alors de la santé c'est bien, mais surtout du social, dans les métiers du tertiaire et du service. Et là, effectivement, on a un nombre de places limité. L'importance de la formation professionnelle, elle est pour moi extrêmement forte dans la mesure où elle doit répondre à 2 objectifs. D'abord, c'est de permettre aux jeunes et à la jeunesse de ce canton de trouver une place de formation et d'apprendre un métier. Et je pense qu'il n'y a rien qui peut remplacer l'apprentissage d'un métier, de se retrouver au sortir de l'école obligatoire à 15-16 ans dans un monde d'adultes, avec des professionnels compétents, avec des gens qui maîtrisent une profession, qui ont la passion d'un métier, d'une profession, et puis qui ont envie de la transmettre aux générations futures. Et puis, le fait aussi, et c'est l'autre objectif, c'est de faire en sorte que l'économie de notre canton, l'industrie, ces différents secteurs, puissent disposer à moyen et long terme d'une relève qualifiée de professionnels compétents, motivés, passionnés, qui vont transmettre le savoir-faire, les compétences qu'on a dans notre pays. Et c'est vrai que c'est parfois difficile à faire comprendre aux familles, aux parents qui, pour certains encore, privilégient parfois la voie académique ou d'autres types de formations en pensant que pour être enfin quelqu'un au niveau personnel, social et professionnel, il faut passer par certaines voies de formation, alors que l'apprentissage, eh bien, c'est le plus beau et le meilleur des tremplins qui existent aujourd'hui pour à la fois, tout en même temps, acquérir un métier, des compétences professionnelles, être un professionnel qualifié, reconnu dans une profession, et tout à la fois continuer son complément de formation en culture générale, dans les connaissances professionnelles, dans tout ce qui concerne l'économie, la société, l'esprit critique, la compréhension du monde. Et puis ça, c'est pour la première phase, hein, quand on parle du CFC ou de l'AFP. Ensuite, évidemment, la formation professionnelle permet de poursuivre avec le perfectionnement professionnel, la formation continue, mais on parle aussi du tertiaire B, c'est-à-dire des brevets
ou diplômes fédéraux, autrefois les maîtrises. Je veux dire, que vaut sur le marché du travail et dans notre société le fait d'être maître boulanger, maître charpentier, maître couvreur ou installateur sanitaire ou chauffagiste? C'est vrai que ce sont des reconnaissances professionnelles qui sont énormes. Et aujourd'hui, ce qui parfois nous interpelle un petit peu, je crois que personne ne peut vivre chez lui, dans sa maison, dans son appartement, sans avoir un jour ou l'autre devoir faire appel à un professionnel, un maître d'État, comme on les appelait pendant longtemps. Aujourd'hui, ce sont des diplômés, mais la formation et l'état d'esprit restent le même. Donc, quand vous rénovez, quand vous avez un problème de sanitaire, de chauffage ou de fenêtres qui ferment mal, vous faites appel à des professionnels qui se sont formés, qui ont commencé leur formation au début par un CFC, puis ensuite qui ont pu poursuivre leur formation vers ces maîtrises ou ces diplômes fédéraux. Et puis l'autre voie aussi qui est de plus en plus appréciée et possible, c'est la maturité professionnelle ou les différents types de maturité professionnelle qui ouvrent la voie ensuite aux hautes écoles, aux HES, et qui permettent de sortir avec un bachelor en sciences appliquées au niveau des HES et qui aujourd'hui offrent aussi une perméabilité vers le monde universitaire, que ce soit les EPF, que ce soit les autres universités. Donc un parcours de formation qui débute par un apprentissage, j'ai envie de dire très simplement que c'est le meilleur parcours de formation possible parce qu'il allie tout à la fois l'apprentissage d'un métier, le fait d'être confronté rapidement aux exigences du monde adulte, de la vraie vie, la vie professionnelle, le monde du travail. Donc une expérience qu'on ne peut pas acquérir d'un point de vue théorique sur les bancs d'école ou dans aucune université, c'est la confrontation au quotidien, le fait de partir avec la camionnette de chantier, avec les collègues le matin à 7h ou à 6h30, d'avoir la satisfaction de voir l'objet fini, de réaliser des choses. Dans beaucoup de métiers, effectivement, qui sont très démonstratifs, on a concrètement des choses magnifiques qui sont réalisées, y compris par nos apprentis. Et puis, en parallèle, de continuer à se former et d'apprendre, d'acquérir des compétences et des connaissances. Et puis surtout, je pense qu'il y a un message aujourd'hui qu'on aimerait faire passer, c'est que, évidemment, quand on doit faire un choix professionnel à 14 ou 15 ans, c'est parfois compliqué, y compris pour les parents qui se font du souci. Mais quand on voit aussi les statistiques, on se rend compte que de nombre de personnes qui exercent leur métier, le métier qu'ils ont appris, tend à diminuer. Après 5 ans, 10 ou 15 ans, on a peut-être 50-60% des gens qui font autre chose que ce qu'ils ont appris. Mais ce premier apprentissage, cette première expérience professionnelle et de formation qui est faite, elle vous colle à la peau toute la vie et puis elle vous permet de vous développer, de faire autre chose, de partir dans d'autres voies, de continuer des formations, de partir même sur des formations académiques. Donc, c'est vrai que c'est un système qui est extraordinaire. Et je disais au tout début, c'est un système que beaucoup de pays, les États-Unis, la Chine, le Maroc, enfin de nombreux pays nous envient. Des délégations viennent régulièrement rencontrer le service, que ce soit en Valais ou dans d'autres cantons, pour découvrir ce système, comprendre ce système magnifique, comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi il fonctionne aussi si bien. Et puis, je dirais, ce qui est aussi très rassurant, c'est de voir que chaque année, en Valais, uniquement, on délivre un peu plus de 3000 certificats et qu'on a un taux de chômage des jeunes qui est de l'ordre de 3 à 3,5%, souvent un chômage structurel quelques mois avant d'aller au service militaire ou de faire son école de recrue. Et puis ensuite, tous ces gens s'intègrent et aujourd'hui, dans bien des secteurs d'activité, on recherche des professionnels, du personnel qualifié, on a même de la peine à en trouver. Donc, choisir l'apprentissage aujourd'hui, c'est vraiment choisir la voie de formation qui vous permettra d'avoir une vie sociale, professionnelle, personnelle réalisée, avec des responsabilités, avec une satisfaction tous les jours du travail accompli, de se lever le matin pour aller rendre service et faire des activités dont toute la population a besoin et bénéficie. On l'a vu dans cette période de crise où les restaurants étaient fermés. Eh bien, aujourd'hui, on a beaucoup de peine à trouver des jeunes qui veulent faire apprenti cuisinier, qui veulent apprendre ce magnifique métier qui est tout à la fois créatif, innovant, qui rend service, qui est au contact avec la clientèle et le public. Et puis, on se rend compte aujourd'hui que ce manque-là nous a beaucoup fait défaut et qu'on est tous heureux et heureuses de pouvoir retourner au restaurant, de pouvoir avoir des gens souriants, accueillants, qui nous servent, qui nous accueillent et qui nous font déguster des spécialités valaisannes ou d'autres cantons d'ailleurs. Et donc, on voit vraiment l'importance. Donc, quand on se lève le matin, qu'on prenne les transports publics, qu'on utilise sa propre voiture, qu'on vienne au travail, qu'on fasse des activités, le monde de l'apprentissage, le monde de la profession est omniprésent. Et sans ce monde-là, effectivement, difficile de vivre et de pouvoir réaliser tout ce qu'on réalise aujourd'hui. Donc, un encouragement, je conclurai avec cela. Je ne sais pas si on peut peut-être juste finir sur le slide suivant. Pourquoi former en 2020 J'aimerais aussi là lancer un message dans cette période un peu de crise
Un apprentissage aujourd'hui, alors si c'est un AFP, il dure 2 ans, mais pour une majorité des CFC, il dure en 3 et 4 ans. Donc c'est vrai que si aujourd'hui on arrête de former, ça c'est un message aux entreprises, et bien on va se retrouver dans 3 ou 4 ans avec un manque de relève qualifiée parce qu'on est tous conscients, confiants et convaincus que l'économie va vivre un petit moment un peu difficile, mais va se relever, va se reprendre. Et puis là, on aura besoin de cette relève de personnel qualifié. Donc si on interrompt la formation aujourd'hui, si on stoppe la formation, on va reporter le problème plus tard et puis on va perdre des compétences et des connaissances importantes. Pourquoi faire un apprentissage? Je crois que j'ai essayé de le démontrer que pour moi, et j'en suis convaincu, mais et avec tous les partenaires avec lesquels nous travaillons, en particulier le Bureau des métiers, nous sommes tous convaincus de cette passion, de l'apprentissage et de ce modèle qui est certes perfectible, mais qui est vraiment le cœur de la formation. En Suisse, c'est plus de 70% des jeunes qui choisissent cette voie de formation. Donc, ça montre que c'est un choix vraiment de très haute qualité. Et puis, je terminerai effectivement non seulement en formant des jeunes et en choisissant l'apprentissage, on rend service aux jeunes et à la jeunesse de notre canton, mais en plus, on assure la relève et la pérennité de notre économie et cette transmission du savoir-faire. Merci beaucoup, merci. Évidemment, c'est super intéressant, plein d'enjeux, hein, plein d'enjeux pour cette jeunesse qui a fait ce choix, pour celle qui ne l'a pas encore fait. Et évidemment, c'est les enjeux qu'on prendra après lors de la table ronde. Un tout grand merci pour cette présentation. On va maintenant accueillir notre prochain conférencier. Il s'agit de Bernard Dayer, il est directeur du campus EPTM à Sion, EPIC à Montet et CFTI à Chipis. Est-ce que, Monsieur Dayer, vous pouvez activer votre caméra et votre micro pour qu'on puisse et vous voir et vous entendre? Alors, ce que je peux… Voilà, super. Bienvenue, Monsieur Dayer. Donc, on vous voit, c'est parfait. Voilà, et on vous entend. Génial. Donc, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir que je participe à cette conférence en tant que directeur du campus EPTM de Sion, Sion, Montet et Chipis. Donc, le campus EPTM, composé de ces 3 sites, en quelques chiffres, c'est 30 professions, 1800 apprentis en théorie, en cours théorique, 2000 apprentis en cours interentreprise par année et 2500 cours de sport par semaine. Donc, ça représente 200 enseignants, plus de 200 enseignants dans notre école qui représentent 120 EPT. Voilà pour les chiffres. Je vais vous orienter, je vais orienter ma présentation en vous parlant de l'arrivée du coronavirus dans notre école et de ses impacts relatifs. Ceci afin de vous montrer que les écoles professionnelles valaisannes sont bien présentes et sont capables de réagir de manière rapide pour assurer la formation de nos jeunes. L'arrivée du coronavirus nous a contraints à fermer de manière abrupte nos écoles et à organiser l'enseignement à distance en faveur de nos apprentis sans aucun délai. Nous avons tout a été remis en question en très peu de temps. Au niveau organisationnel, pour les directions d'école, pour notre direction, je vais vous parler plus particulièrement de l'EPTM et de l'EPIC. Donc, pour la direction du campus EPTM, une cellule de crise a été mise en place. Cette cellule a été composée du directeur, des chefs de section et du responsable de la conciergerie. De nombreuses rencontres ont été organisées car des décisions devaient être prises rapidement. Nous avons dû élaborer des consignes régulières pour les enseignants et pour les apprentis. Au point de vue communication, à chaque nouvelle décision, il a fallu transmettre de la part de la Confédération, du canton et des écoles, transmettre aux enseignants, aux apprentis et à tous les collaborateurs de notre campus des informations correctes, précises pour tout le monde. L'impact pour la direction de l'école, en tenant compte de tous les challenges relevés ces derniers temps, bien que je ne la souhaite pas, nous sommes prêts pour une nouvelle situation de crise. Deuxième impact, un point positif est à relever, c'est l'excellente coordination entre le service de la formation professionnelle et les directions d'école, des écoles professionnelles valaisannes pour les décisions prises et les communications transmises. Pour l'équipe technique, l'augmentation impressionnante des connexions simultanées nous a obligés à acquérir des serveurs informatiques supplémentaires. Le campus EPTM a multiplié ses serveurs informatiques par 3 en 2 jours. Soit du 16 au 18 mars, nous sommes passés de 2 à 6 serveurs. L'équipe technique a mis à disposition des outils informatiques pour l'enseignement à distance.
Des plateformes telles que Microsoft Teams, Moodle et d'autres plateformes professionnelles ont dû être mises en ligne très rapidement. L'impact sur l'équipe technique, nous pouvons compter sur les collaborateurs techniques de notre école, de nos écoles. Ils ont été mis fortement à contribution pour assurer le bon fonctionnement du matériel et des logiciels. Cela leur a permis aussi de tester de nouvelles technologies informatiques. Et je profite de les remercier pour tout le travail effectué. Deuxième thème, au niveau pédagogique. Pour les enseignants, personne n'a pu se préparer à l'avance à une telle situation. Les enseignants ont dû se mettre dans le bain immédiatement. Il a fallu beaucoup d'engagement de la part de ces enseignants, de nos enseignants. Ils ont dû prendre en main et utiliser de nombreux outils d'enseignement à distance. Ils ont eu beaucoup de travail pour le passage de l'enseignement en présentiel à l'enseignement à distance. Des documents adaptés, des présentations à élaborer, des évaluations à créer, etc. Par un exemple, pour les visioconférences, beaucoup de réglages ont dû être effectués avant le cours en live par l'enseignant, du style réglage de la caméra, un micro qui ne fonctionne pas, des connexions Wi-Fi qui ne sont pas au point. L'impact pour les enseignants, eh bien, ils ont été très disponibles et je profite aussi de les remercier pour tout le travail accompli. Ils ont acquis de nouvelles compétences sur l'enseignement à distance, ils ont expérimenté plusieurs types d'enseignement et peuvent assurer une bonne formation à nos jeunes. Et au niveau de l'école, lors de la prochaine année scolaire, nous allons organiser des cours de formation continue sur les nouveaux outils mis à leur disposition. Pour les apprentis, au niveau pédagogique, ils ont dû acquérir du matériel pour l'enseignement à distance, portables, tablettes, etc. Nous avons constaté de grandes différences entre les moyens que disposent nos apprentis. Dans certaines familles, il n'y avait qu'un ordinateur pour 4 personnes, les parents avec le télétravail et les enfants en enseignement à distance. Dans d'autres ménages, ils disposaient d'un ordinateur par personne. Vous voyez la différence qu'il y a entre certaines familles pour gérer tout ça. Et en résumé, lorsque tout était en place, les apprentis qui étaient motivés, suffisamment mûrs pour cet exercice à distance ont bien géré la situation. Au niveau des impacts pour les apprentis, ils ont dû travailler sur des plateformes et utiliser des nouveaux outils. Cela leur a permis de découvrir les nouvelles technologies de la communication. De grandes différences ont été constatées entre les apprentis motivés et les autres. Il est plus difficile de suivre les apprentis qui ont de la peine lors de l'enseignement à distance qu'en présentiel. Pour une partie des apprentis, l'acquisition des compétences est plus faible avec l'enseignement à distance qu'en présentiel. Et dans cette tranche d'âge, dans la tranche d'âge des apprentis que nous avons, entre 16 et 20 ans, l'enseignement en présentiel est quand même plus efficace. Troisième point, au niveau économique. Pour le campus EPTM, s'il y a moins d'apprentis au campus, il y aura moins de périodes d'enseignement à distribuer à nos enseignants. Cela va impacter directement le marché de l'emploi. Un petit message, il y a encore des places d'apprentissage disponibles dans les écoles et métiers de la technique et de la chimie. Niveau économique, pour les entreprises, une année creuse pour les apprentis impactera l'économie dans les 3 ou 4 ans à venir. Il y aura automatiquement moins de personnel qualifié qui sortiront des écoles professionnelles à l'avenir. Et la pérennité des entreprises en sera aussi impactée par le manque de professionnels qualifiés. Pour les parents, je sollicite les parents à inscrire leurs enfants à l'école des métiers et à continuer les démarches de recherche de places d'apprentissage. Ils sont encore ouvertes. En conséquence, pour l'économie, donc dans la situation actuelle, nous devons accorder une grande attention et particulière à notre formation professionnelle. Chaque année, en novembre, nous organisons des portes ouvertes destinées aux jeunes qui désirent découvrir nos métiers. Venez nous voir. Nous attendons pour les visites de nos ateliers et la présentation des projets réalisés par nos apprentis. Cette journée est très intéressante pour les jeunes qui veulent s'immerger dans les métiers de la technique et de la chimie. Chaque 2 ans, nous sommes présents au Salon des métiers Youth Challenge à Martigny.
La plupart des professions y sont représentées et les professionnels sont présents pour répondre à toutes les questions. Dans le cadre des 20 ans d'école et métiers techniques de Sion, je lance un appel aux jeunes garçons et aux jeunes filles de troisième année du cycle d'orientation pour qu'ils s'inscrivent auprès de nos secrétariats respectifs en vue de faire un apprentissage chez nous. Les inscriptions sont encore ouvertes. Appel aussi aux jeunes de première et deuxième année du cycle d'orientation pour qu'ils s'inscrivent à des stages dans les métiers de la technique et de la chimie. En collaboration avec Promotion Industrie Valais et l'École d'ingénieurs de Sion, nous organisons toutes les années plusieurs stages dans ces domaines. Et en tant que directeur d'école professionnelle, je lance un appel aux entreprises pour qu'elles engagent des apprentis, en particulier cette année, malgré cette situation économique délicate. Les apprentis d'aujourd'hui seront les collaborateurs qualifiés de demain. En résumé, impact organisationnel, nous sommes prêts pour de nouveaux défis. Impact pédagogique, nous disposons de nouvelles méthodes d'enseignement en perspective. Impact économique, appel aux jeunes pour venir au campus CPTM et appel aux entreprises pour former des apprentis. Merci de votre attention. Merci, cher Bernard, merci beaucoup. Et bravo pour cette belle gestion de crise. J'imagine que les nuits ont dû être courtes et puis que le déconfinement maintenant qui arrive et un petit peu aussi les vacances vont pouvoir vous permettre de vous reposer un tout petit peu. Voilà, on va bien mérité pour les enseignants et pour la direction de l'école aussi. Ça, on en est persuadé. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure pour la table ronde. Merci pour votre présentation. On va accueillir Maxime Métraillé. Il est président de l'AVMEC et patron de l'entreprise des Artisans du Bois SA. Maxime, la parole est à toi. Voilà, merci. Je vais dans le mauvais sens, Maxime. Voilà, je mets ta présentation. Là, il y a une petite… voilà, magnifique. Tu vas pouvoir te présenter, Maxime. C'est à toi. Parfait. Merci. Bienvenue à tous. Donc, je suis patron de l'entreprise Les Artisans du Bois NADA SA, qui est une entreprise en montagne, active dans les secteurs de la menuiserie et de la charpente. Nous avons à cœur de garder un savoir-faire local et de le transmettre. Une philosophie, ce que l'on vous facture, on le produit. Nous formons actuellement un futur menuisier et 3 futurs charpentiers pour un total d'environ 30 collaborateurs. Je vais peut-être vous décrire un petit peu mon parcours professionnel. Au cycle d'orientation, j'étais orienté, j'étais voire même poussé un petit peu par mes enseignants à poursuivre une voie plutôt scolaire. J'ai toujours eu la chance d'avoir de bonnes notes, un petit peu cette image du premier de classe. Lorsqu'on devait choisir en deuxième année du cycle d'orientation, si on s'orientait plutôt vers une voie professionnelle ou une voie scolaire, j'avais, je l'avoue, pas trop d'idées sur le futur que je voulais donner à mon avenir professionnel. Je n'avais pas de métier en vision en particulier. Et donc, on m'avait orienté plutôt sur la voie des études. C'est une semaine avant de terminer le cycle d'orientation, donc avant de terminer ma scolarité obligatoire, que j'ai annoncé à la surprise un petit peu de mes parents que je souhaitais plutôt m'orienter sur la voie de l'apprentissage. Sans, je l'avoue, une semaine avant de finir le cycle d'orientation, avoir de métier concrètement en tête. J'ai la chance, mon père est ébéniste de métier, il connaissait énormément de personnes dans le domaine et puis il m'a présenté une entreprise de charpente qui pouvait m'accueillir pour une semaine de stage. J'ai fait ce stage dans une entreprise de charpente où j'ai tout de suite accroché. J'ai accroché avec l'équipe, j'ai accroché avec le métier. J'ai vraiment accroché sur le fait de voir évoluer les projets. Même en une semaine, tout ce que j'avais réalisé, je trouvais ça tellement exceptionnel que j'ai décidé le vendredi soir de m'orienter sur l'apprentissage de charpentier. Et puis, la chance s'est poursuivie. L'entreprise n'avait pas encore engagé d'apprenti et j'ai signé le contrat d'apprentissage dans la foulée. Ça a été une rencontre juste extraordinaire. La rencontre avec le monde professionnel, mais aussi, comme l'a dit Claude avant, la rencontre avec le monde des adultes. On sort du cocon scolaire et puis on entre dans la vie active. C'est une étape relativement importante dans la vie d'un jeune homme. Vous avez 15 ans, vous vous retrouvez tout à coup propulsé au milieu d'un atelier avec des adultes, envoyé sur des chantiers. Le métier de charpentier est un métier relativement impressionnant. On manipule des charges lourdes, on travaille un petit peu en hauteur,
on travaille en équipe, on travaille par beau temps, par mauvais temps, on doit apprendre un petit peu à appréhender tout ça. Mais j'ai très vite accroché sur ce métier juste magnifique. À la fin de mon apprentissage, j'ai eu cette envie de mieux comprendre, j'ai eu cette envie d'approfondir un petit peu mes connaissances et de découvrir tout ce qui se passait avant et après le travail que j'effectuais sur les chantiers, connaître comment gérer la relation avec les clients, l'étude des plans, la manière de calculer, de chiffrer. J'ai décidé de faire une maturité professionnelle technique sur une année, donc j'ai passé une année scolaire sur les bancs d'école à nouveau, hein, après avoir fait 3 ans d'apprentissage où j'étais sur les chantiers ou en atelier, je suis retourné sur les bancs d'école. Une année de maturité professionnelle technique. À la fin de cette année de matu, j'ai la chance d'avoir rencontré l'école du bois de Bienne. Et c'est vrai que la maturité m'a permis de m'ouvrir les portes d'une HES, donc en l'occurrence la HES Bois-Bienne. Et puis j'y suis entré en 2008. La formation s'étale sur 4 ans environ, donc de 2008 à 2012. Et puis elle est répartie avec des périodes de scolarité à temps complet, donc j'ai habité Bienne, j'avais un petit studio là-bas, et puis des périodes de stage en entreprise. C'est lors d'une de ces périodes de stage en entreprise que j'ai fait la rencontre avec l'entreprise que je dirige aujourd'hui, que j'ai racheté aujourd'hui. Et puis ça s'est fait un petit peu par hasard, il faut l'avouer, parfois le hasard fait bien les choses, on doit aussi jouer un petit peu de la chance et du hasard dans la vie. Et c'est vrai que je devais faire un stage en entreprise de 6 mois. Et j'ai fait ce stage en entreprise de 6 mois, je devais retourner à l'école. Et puis là, c'est poser la question sur le futur apporté à la relation avec cette entreprise. Et puis le stage de 6 mois, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis au sein de cette entreprise. En parallèle, c'est fait aussi la rencontre un petit peu avec le monde associatif. J'ai la chance d'être entré dans le groupement valaisan des charpentiers, qui lui est affilié à l'association valaisanne des entreprises de menuiserie et bénisterie charpente. Et puis je suis rentré un petit peu petit à petit dans les comités, dans ce monde associatif. En parallèle, j'ai fait un post-diplôme en gestion d'entreprise, puis c'est enchaîné avec une maîtrise fédérale que j'ai obtenue en 2014. Voilà un petit peu mon parcours scolaire. Pourquoi former? Eh bien, former, pour moi, c'est transmettre un savoir-faire qu'on a acquis au fil des années. Le savoir-faire que j'ai acquis en faisant mon apprentissage de charpentier, il vient de très loin. Si on remonte de la charpente, il y en a toujours eu et elle a toujours évolué. Et puis, j'ai eu la chance que des personnes ont transmis ce savoir-faire, ont transmis les techniques, ont transmis ce qu'aime dire Vincent Bonvin, l'intelligence de la main, l'intelligence du savoir. Pour moi, former, là où c'est aussi important, c'est maintenir un savoir-faire. Comme on l'a relevé tout à l'heure, on aura toujours besoin d'un bon sanitaire qui vient nous dépanner, on aura toujours besoin d'un électricien pour réparer, pour nous dépanner, pour moderniser une installation, pour rénover. On aura toujours besoin d'un menuisier, d'un charpentier pour les travaux divers, que ce soit aujourd'hui la rénovation qui prend une part importante, mais également la construction neuve. Pour moi, c'est important de former la relève et d'assurer une continuité. Si on ne forme pas la relève, si on n'assure pas une continuité, les entreprises vont tout simplement s'éteindre. Et puis, c'est juste impensable, étant donné qu'on a toujours besoin de cette main-d'œuvre. C'est aussi maintenir des emplois locaux, c'est maintenir une activité économique dans une région. Notre entreprise est en montagne, pouvoir maintenir 30 emplois à la montagne aujourd'hui, j'ose le dire, c'est une fierté aussi. Maintenir un bon niveau de nos professions, c'est aussi maintenir un travail de qualité, c'est assurer chez vous, lors de l'intervention par les professionnels, eh bien, un résultat satisfaisant pour tous. C'est mettre sur le marché, en résumé, des vrais pros, des vrais professionnels. Si je viens un petit peu sur les perspectives d'avenir, je dirais que ça fait environ 5 ans que je suis rentré dans le monde associatif et que je découvre au fil des années certains chiffres. Et puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours constaté une augmentation des masses salariales, donc une augmentation des emplois et des employés dans nos professions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une stabilité, voire même une légère hausse du besoin des entreprises en termes de recrutement. Ces jours, je suis heureux de constater que les entreprises recrutent du personnel qualifié,
sur les réseaux sociaux, dans les médias que l'on connaît très bien. Je vois régulièrement des annonces. On cherche des techniciens, des dessinateurs, on cherche des professionnels qualifiés. Et ça me réjouit, ça veut dire que l'activité est relativement bonne et puis qu'il y a encore vraiment du travail et que les entreprises recrutent et sont à la recherche de professionnels. Je dirais que nos professions, elles évoluent constamment aussi et c'est une chance, c'est une opportunité pour nous. Nous avons aujourd'hui la possibilité de construire par exemple, dans la construction en bois, de construire des bâtiments toujours plus hauts, des bâtiments toujours plus imposants. Les technologies ont continué d'évoluer. Il y a une forte baisse de la pénibilité au travail, il y a l'arrivée du numérique. On parle aujourd'hui beaucoup dans les ateliers de dessin assisté par ordinateur, de machines à commande numérique. Les moyens de levage sont toujours plus importants et puis les possibilités de construire grâce à l'évolution de la technique ne cessent d'évoluer. C'est pourquoi dans nos entreprises, on aura beaucoup besoin de cadres, on aura besoin de techniciens compétents, on aura besoin de futurs repreneurs pour nos sociétés. Et je me réjouis de voir cette évolution. J'ai marqué aussi de nouveaux projets, de nouveaux défis à relever. On voit avec la densification souhaitée de notre habitat, on voit la possibilité de rénover, de rehausser des bâtiments, la possibilité de construire sur des terrains et de densifier un petit peu, de construire un petit peu plus en hauteur. Ça amène un développement technologique nécessaire à la construction et donc ça donne vraiment des projets et des défis importants à relever. Et je dirais quelque part, ça donne une opportunité de réinventer certains métiers, d'améliorer des techniques connues, de faire évoluer des secteurs d'activité et des branches entières, ce qui je trouve est stimulant et vraiment intéressant. Participer à un projet qui est un défi technique, un défi technologique, je pense que c'est tout autant intéressant pour l'entrepreneur que je suis, mais également pour l'apprenti ou le collaborateur qui a la chance de développer un produit, de développer un nouveau projet et de voir évoluer son métier, voir sa profession. Donc je pense que ça, c'est clairement aussi une opportunité pour nous. Au niveau du marketing dans nos métiers, si on passe à la slide suivante, comme je l'ai relevé avant, on constate vraiment une évolution. Le dessin assisté par ordinateur, les machines à commande numérique, les nouvelles technologies. Donc nos métiers sont en constante évolution, nos apprentissages ne cessent d'évoluer. Aujourd'hui, on va démarrer cette année en 2020 la première classe 100% numérique avec le CFC de Charpentier. Donc concrètement, les apprentis charpentiers vont aller au centre, à l'école professionnelle de Martigny, non plus avec un grand T, un grand équerre pour dessiner les plans, mais avec un ordinateur portable sur le bras et vont vraiment entrer dans l'ère du numérique dès le premier jour de leur apprentissage. Et je suis vraiment très fier et je me réjouis de cette évolution. On a entendu tout à l'heure l'impact qu'a eu le coronavirus sur la formation. Eh bien, je pense que si on avait été un petit peu plus précurseur dans le numérique, on aurait pu, par exemple, passer au niveau de la formation de manière un petit peu plus à l'aise avec cette crise, puisqu'on aurait pu avoir une interaction peut-être un petit peu plus directe, un petit peu plus en live avec un outil informatique. Je tiens à relever quand même que la formation s'est poursuivie. Moi, j'ai 4 apprentis ici à l'atelier. Ils ont travaillé leur jour de cours en permanence, donc les écoles se sont vraiment bien organisées. Je l'ai mis aussi, le marketing dans nos métiers, c'est important. Pourquoi? Comme je l'ai dit avant, on a besoin de personnel pour assurer la relève, on a besoin d'ouvriers, on a besoin de cadres et donc on a besoin d'apprentis. On l'a déjà dit, il y a une baisse de l'intérêt pour les métiers dits manuels. À ce jour, à l'instant où je vous parle, seulement 9 charpentiers sont inscrits pour la rentrée scolaire. Ils étaient en moyenne 24 en 2018-2019. À ce jour, 30 menuisiers et bénistes inscrits. Ils étaient en moyenne 73 les autres années. Donc on voit qu'on a vraiment besoin de communiquer, d'être présent pour les jeunes. J'ai vu tout à l'heure une question d'un participant qui se demandait quelle interaction on avait avec les jeunes, pourquoi le salon Your Challenge n'avait lieu que tous les 2 ans, si on ne pouvait pas le faire chaque année. En fait, chaque année, on est en contact avec les jeunes et on est en contact de manière très différente. Effectivement, il y a le salon des métiers tous les 2 ans, sur lequel on met beaucoup d'énergie.
Les associations dépensent de grosses sommes pour être visibles sur le stand Your Challenge. Les associations cherchent aussi le moyen de se démarquer. Cette année, on a vu cette maison virtuelle qui est arrivée. On a vu une image avant avec des jeunes avec un casque de réalité augmentée. On essaie d'attirer les jeunes de par leur feeling aussi un petit peu, hein. Mais il n'y a pas que le salon Your Challenge. Chaque année, il y a une présentation dans les écoles secondaires de nos métiers. Il y a des journées des métiers qui sont organisées. Il y a des journées où les jeunes peuvent accompagner leurs parents. Il y a des journées portes ouvertes dans les entreprises. Et puis aussi, il y a le rôle des conseillers et des conseillères en orientation professionnelle qui orientent les jeunes pour réaliser des stages dans les diverses entreprises de la région. J'accueille chaque année beaucoup de stagiaires chez nous. Cette année, je crois que j'en ai déjà accueilli 4 ou 5. J'en ai un qui vient la semaine prochaine. La semaine d'après, j'ai une architecte qui vient faire un stage chez moi pour découvrir le monde de la charpente. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'interactions avec les gens et on développe vraiment beaucoup d'énergie pour promouvoir nos métiers et on constate qu'on en a vraiment besoin. On a besoin non seulement de présenter nos métiers, puisque souvent les jeunes, lorsque je fais des présentations au cycle d'orientation, les jeunes sont parfois surpris de ce qui se fait dans l'atelier de menuiserie, dans laquelle on passe parfois tous les jours à côté, mais les jeunes ont de la peine à savoir, ont de la peine à connaître qu'est-ce qui s'y fait réellement, et puis on a vraiment besoin d'aller leur représenter ou leur présenter nos métiers. On a besoin aussi de leur montrer l'évolution qu'ont subi nos métiers, parce que parfois ils restent dans la tête des gens un petit peu des images un peu anciennes, le charpentier qui a mal au dos parce qu'il porte des charges lourdes, le menuisier qui a les doigts coupés, voilà, c'est un petit peu des choses auxquelles on doit aussi faire face, c'est-à-dire démontrer l'évolution de nos métiers, démontrer qu'aujourd'hui être charpentier, c'est pas un métier qui est très pénible, c'est pas un métier où on porte de grosses charges, c'est un métier où on peut aller jusqu'à 62 ans, 65 ans sans problème et en restant en très bonne santé. Voilà, on doit aussi casser un petit peu les codes. Pour résumer, je garderai 3 points. Le premier point, c'est que l'apprentissage, pour moi, ça peut clairement être un tremplin dans la vie. Pour moi, ça a été le cas en tout cas. Au niveau des perspectives, elles sont excellentes et durables. Les entreprises recrutent, il y a du travail et on s'en réjouit. Et puis le marketing, on constate qu'il est vraiment nécessaire puisqu'on a besoin de faire redécouvrir nos métiers aux jeunes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, cher Maxime. Merci et bravo pour cette excellente présentation. Donc, ouais, c'était évidemment intéressant d'avoir après les fêtières, après l'académique, la vision du patron, et tu l'as vraiment très bien démontré cette vision. Il y a plein de questions qui sont venues encore pour toi, donc on les prendra à table ronde. Ça pour dire aussi que je rappelle aux conférenciers qu'il y a des questions ouvertes auxquelles vous pouvez répondre en temps réel. On a 5 questions résolues contre encore 13 questions ouvertes. On n'arrivera pas certainement à les prendre toutes pour la table ronde. On aimerait aussi peut-être laisser la parole à certaines personnes pour en poser en live aussi. Voilà, donc ceci étant dit, on a donc eu le patron avec Maxime, puis on voulait évidemment aussi un petit peu avoir le terrain, avoir une apprentie en l'occurrence, qui puisse nous parler de son expérience, faire envie à ses potes, faire envie à ceux qui n'ont pas encore choisi cette voie. Et puis, Léa, la parole est à toi. On se réjouit de t'entendre. Bienvenue, Léa Kouta. Merci. J'étais championne romande des menuisiers ébénistes, il faut que je le dise quand même ça, parce que c'est quand même assez impressionnant. Tu vas peut-être nous dire comment évidemment tu as vécu cette expérience, j'imagine. À toi. J'en parlerai après. Bon, merci beaucoup. Alors, je suis en 3e année d'ébénisterie. Je travaille chez Esquissessa, Martigny. C'est une entreprise de menuiserie ébénisterie. On a vraiment une variété de travaux très différents. On fait que du sur-mesure, donc on ne fait jamais la même chose. On fait principalement de l'aménagement intérieur. C'est très intéressant à travailler. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Après, on m'a demandé mon point de vue sur l'apprentissage. Si on peut passer. Peut-être à... Ça va arriver, mais je ne sais pas. La présentation, elle fait en avant, en arrière. Fonctionnalité. C'est bon, on l'a trouvé. Voilà, c'est à toi, Léa. Merci. Alors, est-ce qu'il est important d'engager des apprentis? Pour moi, c'est quelque chose de nécessaire quand on va apprendre un métier. Parce que le métier, il y a une partie théorique, il y a une partie pratique qui sont nécessaires.
on ne va pas pouvoir l'apprendre en claquant des doigts comme ça, en commençant tout de suite. Donc, on a la chance d'avoir une excellente formation théorique à l'école. C'était un peu plus chaotique ces derniers temps, mais ils ont très vite réagi. Après, c'est vrai qu'apprendre à la maison ou apprendre à l'école, ce n'est pas pareil. À l'école, on est en direct avec les profs, on peut parler, on peut discuter, poser des questions. C'est beaucoup plus instructif. Mais ils se sont très bien débrouillés et on a réussi à suivre la suite. Ensuite, il y a toute une partie formation pratique qui se fait en entreprise. On a besoin d'être encadré par des formateurs. On a besoin de voir les différents travaux, de pouvoir faire par nous-mêmes pour apprendre. J'ai de la chance d'être dans une entreprise où on nous encadre beaucoup. On nous aide, si on pose des questions, ils nous répondent. On a vraiment un suivi qui est important et qui est nécessaire pour les apprentis. Ensuite, les apprentis, c'est aussi une aide pour l'entreprise. Donc, s'il y a des petits travaux à faire, ils peuvent donner à des apprentis. Ça nous permet d'apprendre et de voir petit à petit. Et c'est surtout, ça permet de transmettre le savoir et de créer une génération future qui pourront transmettre à leur tour et de faire en sorte que tout ceci suit et que ça ne se perde pas en chemin. S'il n'y a pas d'apprentis, il n'y aura plus d'entreprise, il n'y aura plus de formation et petit à petit, on va perdre tout ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant. Ensuite, alors mon parcours. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en 3e année d'apprentissage. On a reçu une lettre en début d'année passée pour savoir si on voulait passer au championnat valaisan. Alors, le championnat valaisan, il a eu lieu en octobre. Au début, j'ai un peu hésité à m'inscrire, puis je me suis dit que ce serait une expérience très enrichissante pour apprendre de nouvelles techniques, voir de nouvelles choses. Donc, je me suis inscrite. J'ai participé à ce concours. Il a été fait en 8 heures avec une pièce de rapidité en plein milieu. On a réalisé le tableau de table qui est sur l'image de droite. Ce n'est pas évident. On a reçu les plans quelques jours à l'avance pour les étudier. Puis on nous a lancé dedans. On a eu 8 heures. On a dû réaliser cette pièce. C'était très intéressant à faire. Suite à ce concours, j'ai été qualifiée. J'ai fini 2e. Donc, j'ai pu participer au championnat roman qui devait avoir lieu en avril, qui ont été annulés à cause du Covid et qui ont eu lieu en mai 2020. Donc, il y a eu quelques modifications. À la place de prendre tous les apprentis sélectionnés dans un même endroit, ça devait avoir lieu à l'école à Genève. On a dû le faire en entreprise. Donc, ils ont dû s'adapter. On a dû s'adapter aussi. C'était assez sport, mais ça a bien été. Donc, on a dû le faire en entreprise. On a dû réaliser la pièce qui est à gauche. On l'a réalisée en 8 heures également. On a dû renvoyer par poste et on a dû patienter pour savoir les résultats. C'est à ce championnat-là que j'ai fini première. Et maintenant, on est en train de s'entraîner. Il y a 3 romans qui ont été qualifiés. Puis sur la Suisse, on est 9 au total. On a des entraînements, des événements pour participer au championnat suisse qui devait avoir lieu à Berne, et qui a été annulé et déplacé aussi, qui aura lieu en automne, mais on ne sait pas encore exactement quand. Suite à ce championnat, ils en garderont 2 qui représenteront l'équipe suisse pour les étapes suivantes, donc les mondiaux, etc. Voilà. Et une question qu'on me pose beaucoup, c'est qu'est-ce que ça fait d'être une fille dans un monde d'hommes? Alors, comment je suis arrivée à faire ébéniste? Ce qui s'est passé, c'est quand j'étais en 3e année d'apprentissage, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'aurais pu continuer mes études, j'avais les capacités, mais ce n'est pas ce que je voulais. Donc, j'ai fait beaucoup de stages dans plusieurs métiers, des métiers manuels principalement, mais ça ne me convenait pas. Puis, au début de l'année passée, au mois de janvier en 2017, j'ai fait un stage chez Esquisse à Martigny, justement, pour ébéniste. J'ai fait une semaine. On m'a fait réaliser un petit tabouret, on m'a fait travailler la matière, on m'a fait aller avec un poseur chez un client, poser ce qui a été réalisé en atelier. Et ça m'a énormément plu. Suite à ce stage, j'ai eu la chance d'être engagée dans cette même entreprise. Et depuis, je n'ai toujours pas changé de métier, ça me plaît toujours autant. Donc, sur les images, les 2 premières,
Ce sont des réalisations qu'on a fait au cours pratique à l'école. La première a été faite en deuxième, les deux premières ont été faites en deuxième année et la dernière, c'est une réalisation que j'ai faite et été posée chez un client. Pour revenir au fait d'être une fille dans un monde d'hommes, pour moi, c'est nécessaire qu'il y ait des filles. Ça peut apporter quelque chose, mais ce n'est pas contraignant. Certains objets sont peut-être un petit peu lourds, mais il suffit de demander un coup de main à un collègue qui vient nous aider. Autrement, il n'y a pas vraiment de différence, enfin, selon moi. Donc, s'il y a des filles qui hésitent à faire des métiers un peu plus manuels, je les encourage à le faire et à tester, en tout cas à faire des stages pour voir si ça leur convient vraiment. Il ne faut pas hésiter à faire des stages, c'est ça qui nous permet de choisir notre voie et de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà. C'est un peu tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Merci. Bravo Léa, merci, bravo pour cette belle présentation et pour l'envie que tu as montré. C'est vrai que moi je me fais pas trop de soucis pour toi dans un monde d'hommes, ça. Tu dois bien gérer, je pense qu'il n'y a aucun problème. Voilà, on va passer à la phase de table ronde. Alors vous avez été hyper productif en questions, on en a reçu une vingtaine, 8 ont déjà été répondus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va avoir nos conférenciers qui vont se remettre qui vont activer leur caméra, hein, pour ceux qui le peuvent, activer leur micro également. Je vais également arrêter le partage de mon écran, comme ça vous allez avoir les conférenciers qui apparaissent devant vos yeux ébahis en mode mosaïque. Voilà, c'est plus sympa, comme ça on les voit tous en même temps. Voilà, est-ce que Vincent est avec nous notamment? Voilà, Vincent il a désactivé son micro, enfin activé son micro, je vois. Est-ce que Vincent, on arrive à te voir par contre? C'est dommage si on ne te voit C'est pas. vous qui devez activer la caméra. Alors, attends, je regarde. Je regarde ce que je peux faire. Tac. Voilà, est-ce que là, ça fonctionne, hein, la caméra? Voilà, ça vient gentiment et il faut encore juste réactiver le micro. Du coup, je ne sais pas pourquoi il s'est désactivé. Voilà, c'est tout bon. Et voilà, bienvenue Vincent. Voilà, bah, c'était vraiment un moment super sympa. C'est vrai qu'on a eu ces différents tableaux, hein, avec les milieux plus voilà, fêtiers, après les milieux plus académiques et la pratique, hein, donc avec Maxime et Léa. C'est vrai que ce monde apprentissage est super riche, quoi. Et c'est une première question, alors qu'il y a déjà été en partie répondu, mais que je trouve intéressant de mettre sur le devant de la scène pour démarrer. Pourquoi, finalement, dans certains métiers, on a un désintérêt a priori? Pourquoi est-ce que certains métiers peinent? J'ai vu dans les réponses que vous avez déjà données que c'est très différent d'un métier à l'autre. Il y a aussi une question qui a été posée sur les CFC de commerce, hein, dans le domaine des services. Et là aussi, je vais juste un petit peu vous entendre. Je ne sais pas si Vincent, tu peux démarrer un petit peu pour planter le cadre là, pour qu'on puisse ensuite après dérouler quelques questions liées aux conditions de l'apprentissage. Oui, avec plaisir. Effectivement, on a une disparité entre les métiers et l'accessibilité. Et je suis très heureux d'avoir entendu, entre autres, Maxime, président de la VMEC, et puis Léa, de dire, effectivement, chez nous, dans les métiers du bâtiment qui concernent le bureau des métiers, on a un problème de recrutement. Alors, on se pose la question comment y remédier, question d'image, ça a été abordé par Maxime. Bien que les salaires soient aussi revalorisés et permettent aujourd'hui, ont été largement bien augmentés, mais c'est vrai qu'on a un gros travail d'image, de proximité, et j'ai tenté une réponse assez courte dans mon message en disant qu'effectivement, il faudrait que dans une scène idéale, on soit en proximité avec déjà l'école primaire. L'école primaire, pour démontrer que ces aspects de pénibilité ou cet héritage qu'on a pu inculquer à nos enfants, auprès des parents également, qu'on pousse nos jeunes à prendre le chemin qu'ils souhaitent le faire, et puis qu'après, à partir du moment où ils ont choisi ce chemin, qu'on les accompagne. Parce que je crois que les structures, qu'elles soient scolaires ou métiers, elles sont très bien structurées, mais qu'on donne ce coup de pouce en étant proche des jeunes, au niveau primaire, au niveau secondaire, en disant un métier manuel te permet de te réaliser, ose pousser cette porte. Et je crois que le gros effort, il est là. Il faudra vraiment que nous, on se mette, les associations métiers, ensemble, pour qu'on puisse arriver et mettre cette idée dans la tête des parents de dire, mais voilà, c'est peut-être le métier, si votre fils ou votre fille veut le prendre,
on est à vos dispositions pour aménager la reprise et cette transition, parce qu'effectivement, c'est une transition qui est lourde, comme l'a dit Maxime, ou comme l'a évoqué Léa. Vous passez du monde de la scolarité à un monde d'hommes ou de femmes, et un monde actif, et qui est, de mon point de vue, puisque je suis passé par là, passionnant. Ouais, en tout cas, je crois que les participants à la conférence diront pas le contraire après vos présentations. Il y a un moyen, évidemment, de faire connaître ces métiers et ces possibilités. C'est le marketing. Hein, et je crois qu'un des moyens marketing qui marque justement particulièrement ces dernières années, c'est les concours, c'est les championnats. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, en tout cas, de mon impression relativement nouveau. Je vais te poser la question à Léa. Pourquoi alors déjà, alors peut-être sur les pourquoi du concours, peut-être nos amis Vincent et Bernard pourront peut-être y répondre mieux, mais Léa, pourquoi toi t'engager dans des championnats? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et puis qu'est-ce que tu attends que ça t'apporte? C'est une expérience vraiment enrichissante, je trouve. Ça nous permet d'apprendre plein de techniques que j'aurais pas connues avant. Ça permet de discuter avec d'autres personnes qui participent à ce concours, qui viennent d'autres endroits, qui vont apprendre d'autres choses. Ça te permet de faire des rencontres avec des personnes qui sont autant passionnées que toi par le métier. Et puis, c'est pour toi-même, pour voir jusqu'où tu es capable d'aller, ce que tu peux faire. Mhm, En tout mhm. cas, moi, je trouve que c'est vraiment enrichissant. C'est une expérience à faire. Génial, génial. Puis Vincent, du coup, Bernard ou Maxime, l'impact de ces championnats sur la valorisation justement des métiers d'apprentissage, vous la constatez, Moi, Maxime? moi, je constate vraiment qu'aujourd'hui, les concours sont vraiment nécessaires pour faire le marketing de nos métiers. Je pense qu'en Romandie, on a un petit temps de retard sur les Suisses alémaniques qui se sont accaparés un petit peu ces concours avant nous. Je vois dans nos secteurs d'activité, par exemple, que le cadre qui est mis autour de ces métiers et que l'importance qui est donnée à ces métiers est encore aujourd'hui un tout petit peu plus important. Je me réjouis de voir arriver chez nous cette évolution. Aujourd'hui, on est vraiment très actif aussi pour accompagner les jeunes dans ce contexte-là. On les forme. Le samedi, on met de notre temps, on met de notre énergie aussi pour les jeunes qui veulent aller un petit peu plus loin et puis participer à ces concours. Et puis, je crois que c'est une vitrine vraiment, vraiment importante pour nos professions. L'année dernière ou l'année précédente, lorsqu'il y a eu les championnats et puis la visibilité que nos métiers ont eu grâce aux médias, au travail, là, par exemple, Claude Potier qui a fait un énorme travail de marketing, et ben, je crois que c'est clairement bénéfique pour nos professions et puis ça va clairement amener des jeunes à aller à la rencontre de nos métiers et découvrir l'évolution qu'on a eue depuis quelques années. Vincent? Merci Maxime. Vincent? Oui, dans le complément, je pense que on doit combler ce déficit d'image. Si aujourd'hui on a tous rêvé aux exploits magnifiques de nos sportifs, skieurs, sportifs suisses ou autres, c'est de l'image. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal pour un homme de métier de dire, mais est-ce qu'on va s'exposer ou exhiber du savoir-faire alors que c'est tellement évident? Mais c'est tellement évident de le faire. Et là, c'est juste fantastique parce que de faire rêver, il faut déjà du caractère, il faut du tempérament, il faut oser le pas, prendre sur soi le risque de l'échec, mais on le vit au quotidien. Et là, nos jeunes, franchement, je leur tire le chapeau parce qu'ils permettent ainsi et ils mettent un focus à tous ces jeunes qui sont indécis de dire, mais au même titre que j'aime le ski, ben, j'avais mon skieur préféré. Eh bien, aujourd'hui, j'ai mon apprenti menuisier ou ébéniste, Léa, qui me fait rêver. Et si elle l'a fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et je pense que ce déficit d'image, on doit le travailler et c'est une des grandes voies de mettre en avant au travers de ces concours. Et je dois vous faire une petite parenthèse aussi. Non seulement nos jeunes font des concours, ils savent le faire, mais au quotidien, ils travaillent et ils sont capables de réaliser des pièces qui seront posées chez vous. Et ça fait toute la différence. Ce ne sont pas des gens qui sont uniquement formés pour les concours, ce sont des gens qui apprennent un métier et qui, au travers de ce métier, osent le pas du concours pour donner des retombées visuelles et donner envie à nos jeunes, je l'espère, d'embrasser ces professions. Oui, bien sûr. Puis au même titre que l'équipe suisse de ski ces dernières années, c'est vrai que la Suisse s'en tire toujours super bien. Hein. C'est impressionnant. C'est vrai que alors, on parle souvent de notre système unique au monde en termes de formation. Mais là, ce qui est bien en plus, c'est que dans les compétitions internationales, eh bien, la Suisse se met en avant. Et ce que je trouve assez génial, c'est que notamment la presse locale
a beaucoup parlé de ces champions dans les différentes catégories ces dernières années. Et c'est clair qu'en termes de marketing, c'est assez génial. Ouais. En tout cas, un tout grand bravo encore à toi, Léa, pour tout ça. On va peut-être juste aborder cette question, évidemment, de ce truc qui nous a frappé dans la figure il y a 3 mois, parce que c'est vrai que malgré tout, ça a touché tous les secteurs durement et beaucoup, évidemment, les secteurs qui vous concernent. Moi j'avais une question pour Bernard déjà. Est-ce que la crise que vous avez abordée, j'ai vu qu'il y a une question sur votre gestion des risques et tout ça, peut-être c'est des éléments que vous pouvez peut-être aborder, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est la question aujourd'hui du changement que ça a pu apporter dans votre vision de l'enseignement. Est-ce que tout ça va changer quelque chose dans votre façon de voir l'enseignement chez vous? Alors, il est clair que ça va changer. On a mis en place ces dernières semaines un questionnaire pour les enseignants que l'on va développer en fin de ce mois de juin. Et puis, il en ressort déjà certaines questions qui sont préoccupantes pour nous, pour la direction. C'est quels seront les changements qu'on va faire, mais on peut déjà y répondre en partie avec les équipements informatiques. Alors ça dépendra aussi des financements. Là, monsieur Claude Potier, qui doit nous écouter aussi, nous a déjà entendu au niveau des directeurs d'école. Si on veut évoluer dans les outils numériques d'enseignement, on doit aussi mettre les ressources à disposition. Donc, les ressources au niveau matériel, Wi-Fi, au niveau équipement informatique, réseau, serveur. Là, je disais qu'on a dû tripler le nombre de serveurs en 2 jours. Au niveau financier, j'ai dû prendre de l'argent d'un secteur pour mettre là-dedans parce qu'on n'avait pas le choix au niveau de la réaction rapide que nous avons dû prendre, des décisions que nous avons dû prendre au début de ce Covid. Il y aura des formations encore qui seront en ligne après la crise? Oui, alors justement, comme Ouais. j'en ai parlé rapidement lors de ma présentation tout à l'heure, on va mettre en place, on a déjà fait ce questionnaire, on a déjà mis dans ce questionnaire quelques éléments de vœux des enseignants pour cibler vraiment le futur. Mais de toute façon, dès cet automne, on va mettre en place la formation continue pour nos enseignants, surtout dans l'utilisation des plateformes numériques, des outils numériques qui existent déjà sur le marché. Et ça, c'est très, très important. Maintenant, pour les jeunes, on va aussi les briefer un petit peu dans le numérique aussi, parce qu'on dit que les jeunes, ils vont bien, ils sont super dans l'informatique. Pour les jeux, ça va, ils sont top, ils sont meilleurs que nous. Snapchat, il déchire. Par contre, pour l'utilisation numérique scolaire et technique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est notre rôle aussi de dispenser ces cours informatiques et puis de les encourager à travailler de manière cohérente dans ce domaine. C'est une thématique d'un autre séminaire, mais c'est vrai que l'école obligatoire là, a quelques lacunes, je pense, dans l'accompagnement des jeunes vers le numérique, très certainement, peut-être qui devrait être comblé ces prochaines années. Moi j'avais une question pour toi, Maxime, parce que malgré tout, tu es patron, donc tu as vécu cette crise, j'imagine assez durement. Tu as acheté ton entreprise, hein, donc je pense que dans une phase où tu dois sortir un petit peu de rentabilité pour pouvoir rembourser. Comment ça va pour toi dans ce cadre-là? Un petit peu de rentabilité, c'est un petit mot. Effectivement, c'est un défi au quotidien, mais j'ai envie de dire que c'est un défi que j'aime à relever. Je vais vous prendre une image, mais une image qui est très concrète. Lorsque la Lex Weber a été votée, j'aime pas trop reparler de la Lex Weber, mais je prends la même image pour le coronavirus. Le Covid d'avant, c'est ça? Exactement, oui. Lorsque la Lex Weber a été votée, un jour je me suis levé et je me suis dit, bon sang, mais on se plaint énormément. Nos milieux ont été assez impactés, ont été aussi assez mis en avant dans les médias pour dire que ça allait être une catastrophe incroyable. Puis un jour, je me suis levé, puis je me suis dit, allez, ce matin, tu décides, tu changes ta manière de faire. À chaque fois que tu entends parler en négatif de la Lex Weber, à chaque fois que tu lis un article qui est négatif sur ce domaine-là, tu téléphones à un client pour lequel tu as fait un devis, ou tu vas chercher un nouveau client pour lequel tu as vu qu'il allait construire ou tu sais qu'il avait un projet. Et ça a changé totalement ma vision de voir les choses. Donc aujourd'hui, je pense que si on reste positif, si on continue d'aller de l'avant, si on continue de démontrer que l'on a la volonté, eh bien je pense qu'on continue d'avancer. Vous voyez derrière moi un bureau relativement conséquent.
Magnifique, en tout cas. Voilà. Belle charpente. Ouais. Ce bureau, je l'ai construit et j'ai rénové l'entier de mon atelier il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand j'ai mis à l'enquête et puis que j'ai décidé de faire évoluer la société et puis d'aller de l'avant en créant un nouvel espace de travail, en améliorant l'outil de travail, mes collègues et les gens autour de moi m'ont pris pour un fou. Ils ont dit, mais c'est pas le moment, il y a un ralentissement économique, il faut faire attention, etc. Et puis j'ai décidé de les prendre à revers et de leur dire, mais non, mais si tout le monde ralentit, si tout le monde s'arrête, effectivement, il y aura un ralentissement. Mais moi, je décide de continuer, je décide d'aller de l'avant, je décide de démontrer qu'on peut toujours construire, qu'il y a toujours de nouvelles opportunités. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que la société, elle a des défis à relever. Le coronavirus arrive dans un timing qui n'est pas génial pour moi, effectivement, puisque tout ce que vous voyez derrière vous a été rénové il y a entre 1 année et 2 ans. Donc, en plus du rachat de la société, j'ai décidé de poursuivre les investissements. Mais je le prends comme un défi de plus que j'ai envie de relever, je le prends comme un challenge de plus que la vie met devant moi. Et puis aujourd'hui, comme pour les tables Alex Weber, j'ai décidé de chercher de nouvelles opportunités. Les marchés pour nos métiers ont changé, les marchés ont évolué. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir un petit peu moins de concurrence avec mes collègues, mais d'aller me battre sur des marchés où on ne nous attend pas forcément, dans la construction d'immeubles, dans la construction de halles industrielles, dans la préfabrication un petit peu plus poussée d'éléments. Et puis je vois que la sauce, elle prend aussi. On a un métier où on travaille une matière relativement noble, on a un métier où on travaille une matière renouvelable, une matière qui a une cote écologique importante. On doit surfer sur cette vague aussi. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément d'opportunités aussi qui s'offrent à nous. Ne pensons pas qu'aux négatifs, qu'aux événements qui effectivement nous impactent un petit peu. Mais ces éléments sont dans l'environnement de chacun, ils sont dans mon environnement, mais ils sont dans l'environnement de mes concurrents aussi. Et puis à nous de tenter de nous démarquer et puis de créer de nouvelles opportunités. Bravo, bravo. C'est clair, hein, le Valais a besoin d'entrepreneurs qui s'engagent, qui prennent des risques, qui saisissent l'opportunité. Mais c'est ça l'entrepreneuriat, et là on le vit de plein fouet. Bravo pour ton dynamisme, Maxime. De toi, Léa, ça te donne envie d'être patron plus tard ce que tu entends de Maxime, c'est quoi ta vision à quelques années là? Actuellement, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas si tu vas être Non, le chef de ton entreprise. je Tu sais pas as encore. encore un petit peu de temps. Gagne les championnats d'abord et puis après, après on verra. Et Voilà. puis qu'elle poursuive aussi sa formation. Bien sûr. Oui. Il y a quelques étapes avant ça. Ça c'est une évidence. En tout cas, bravo Léa pour ton franc-parler et puis pour la qualité de ta présentation. Il y a une chose que peut-être je vais laisser le mot de la fin. Hein. Il est 17h44, on est prévu jusqu'à 17h45. On n'a pas le temps malheureusement de reprendre des questions. Juste pour vous dire, avant de laisser le mot de la fin à Vincent, pour vous dire qu'on va répondre, on va demander aux conférenciers qui répondent aux questions qui sont encore ouvertes. Vous allez recevoir la liste des questions avec les réponses, avec les présentations PDF, donc, et également le lien vers la vidéo en replay. Donc, si vous avez loupé un truc, n'ayez pas peur. Évidemment, cette vidéo, elle va beaucoup tourner sur les réseaux sociaux pour faire un maximum de bruit et de publicité envers l'apprentissage. Ouh là là, vous voyez ça, c'est le télétravail, ça. Vincent, les mots de la fin sont pour toi et je remercie évidemment les conférenciers pour la qualité de leurs interventions. Oui, bien, merci d'abord aussi à tous. Et puis le mot de la fin, finalement, je crois que vous l'avez bien compris, toutes et tous compris, c'est qu'on a vraiment besoin de travailler ensemble avec une vision partagée, quel que soit le canton, quelle que soit la commune, quelle que soit l'activité, ce besoin de se mettre ensemble, de comprendre les attentes et de partager cette vision. Je pense que ça, c'est très important parce que on a besoin de la formation avec Bernard Dayer, on a besoin de l'État avec... qui nous a quittés, voilà. Mais on a besoin des métiers avec Maxime, on a besoin des familles. Et ça, pour moi, c'est très important qu'on puisse se retrouver. Et ça, je pense que c'est aussi une force, on peut le parler aujourd'hui puisqu'on est des Valaisans, c'est aussi une force du Valais, c'est qu'on a cette capacité à pouvoir générer cette rencontre, faire face, se parler, parce que chacun a un bout de la vérité, et toutes ces vérités mises bout à bout vont faire qu'on sera plus fort et qu'on donnera l'envie de trouver le chemin pour arriver chez les familles et dire à ces familles, aux parents de nos futurs jeunes, d'accorder, de permettre à ces jeunes d'oser le pas, de pousser les portes de nos métiers, et puis ils seront convaincus de pouvoir trouver un accueil et une formation, ce qui a permis entre autres à Léa de trouver sa voie pour l'instant.
Donc, pour moi, ce mot de la fin, il est vraiment de pouvoir travailler ensemble et de partager cette vision pour une économie plus forte. Un tout grand merci, Jean-Vincent. Un grand merci à toutes et à tous. Merci aux organisateurs aussi, à Saskia, à Marie. Et puis à tout bientôt. Vive l'apprentissage. Bravo, merci. Merci.